Bonjour René, Bonjour. merci de nous recevoir ici, on est ravis d'être avec toi. Donc on se connaît bien du CESDIP et on souhaiterait te poser une première question de cet entretien. Donc la première question qu'on souhaiterait te poser, c'est de te questionner sur ton parcours en tant qu'étudiant, puis ensuite chercheur. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots? Alors, d'abord, ce qu'il faut que je dise, c'est que j'ai jamais eu de plan de carrière. Et que finalement, tout ce que j'ai fait s'est déroulé, mais sans vraiment de plan préconçu. Hein. C'est pas comme Jacques Ellul qui avait, au début de sa carrière, dressé la liste des 100 livres qu'il allait écrire, puis il en a écrit de plus. Bon, moi, c'est pas du tout ça. Donc tout tient aux circonstances, aux rencontres que j'ai pu faire. Donc moi, j'ai fait des études de droit à Paris 2, et même ça, c'est un peu du hasard. Enfin, on va dire que c'est un peu par défaut. Euh, j'ai eu mon bac en 70, puis je me suis inscrit en faculté, je crois que je m'étais inscrit en sciences économiques, et puis le premier cours où je suis allé, c'était un cours de maths, donc j'ai modifié mon inscription, je me suis inscrit en droit. Parallèlement, j'étais admis à Sciences Po, mais je ne suis pas resté jusqu'au bout parce que je n'aimais pas le caractère trop compétitif, le climat très compétitif qui régnait, où on incitait vraiment les gens à se piétiner pour passer devant les autres. Donc finalement, j'ai fait des études de droit. Bien m'en a pris, parce que c'est comme ça que j'ai rencontré René Zoberman. On a fait nos études de conserve, tout à fait parallèlement. J'avais pris une option plutôt droit pénal. J'ai eu ma licence. À l'époque, la licence était en 4 ans. Donc il y avait pas en droit, il n'y avait pas de maîtrise. Donc on passait directement ce qui s'appelait le diplôme d'études supérieures, DES, qui était l'équivalent du DEA, hein, plus tard. Donc j'ai obtenu le DEA, également il me semble avec une orientation plutôt droit pénal. Parallèlement, j'avais suivi des cours à l'Institut de criminologie de Paris, qui était rattaché à l'université Paris 2, où ça donnait un équivalent de, je sais plus, d'un semestre de licence. Donc là, on avait touché un petit peu, il y avait un peu de psychologie criminelle, psychiatrie criminelle, sociologie du droit par le doyen Carbonnier, ça c'était intéressant. Et puis différents cours liés au droit pénal. Bon, ça n'allait pas très très loin, mais voilà, ça nous avait donné à René et à moi un aperçu de quelque chose qui était un peu, comment dire, tangent, quoi, au droit pénal. Et puis on s'est inscrit, on a pris une inscription en doctorat, mais qui était vraiment plus ou moins fictive, avec le professeur Léoté, à l'époque, qui assurait le cours de criminologie de cette université. Rétrospectivement, bon, je me dis que là aussi c'était un peu rudimentaire, on va dire. Mais enfin, quoi qu'il en soit, ensuite, bon, on s'est dit, en fait, il faut que j'explique qu'on s'est mariés, et puis qu'on avait envie de s'éloigner, et que donc René a eu une bourse on a demandé des bourses pour l'école de criminologie de l'université de Montréal, et c'est elle qui a eu la bourse. Donc on est parti, et puis on a suivi donc une scolarité de master MSc, Master of Science, à l'école de criminologie de l'université de Montréal, où on est resté 2 ans et demi, ce qui nous a permis d'abord de toucher à la recherche, parce qu'on a pu faire de la recherche empirique, ce qui a aussi donné lieu à beaucoup de rencontres,
et une rencontre qui a été assez décisive, qui était celle de Philippe Robert, qui venait chaque année enseigner à l'Université de Montréal, puis ensuite de Claude Faugeron. Et donc c'est comme ça que s'est nouée la relation qui ensuite, qui dure encore en fait. Il nous a proposé donc de candidater au CNRS, de rejoindre ce qui était à l'époque le service d'études pénales et criminologiques, parce que la recherche qu'on avait faite, qui était notre mémoire de maîtrise conjoint, c'était une réplication au Québec de l'enquête qui avait été faite en France à l'époque sur les représentations de la justice pénale. Donc on avait fait tout un ensemble d'entretiens qu'on avait analysés, puis on avait produit un rapport de recherche. C'était dans le cadre d'une équipe de recherche dirigée à l'époque par un enseignant de l'université qui s'appelait Yves Brion, un enseignant de l'école de criminologie. Voilà, donc ça a été un peu le point de départ c'est ce qui nous a mis le pied à l'étrier au CNRS. Moi j'ai été recruté j'ai été pris mes fonctions plutôt en fin 79 au CNRS. Et puis René, elle un peu plus tard, 2 ans plus tard je crois. Et donc à l'époque, évidemment c'était pas le même régime qu'aujourd'hui, puisqu'on rentrait comme attaché de recherche au CNRS, non titulaire, pour 4 ou 5 ans, suivant le cas. On y faisait sa thèse. Donc, et puis, voilà, et si ça marchait bien, on était titularisé, on devenait, je ne sais plus comment ça s'appelait, c'était pas chargé de recherche, non, ça restait attaché de recherche, mais enfin, on était titulaire. Donc, c'était pas plus simple de rentrer au CNRS à l'époque. Enfin, moi, j'ai été admis à ma première candidature, mais c'était beaucoup plus confortable ensuite, puisqu'on faisait sa thèse, on était rémunéré, et on était intégré dans une équipe de recherche. Voilà. Donc la chance, ça a été d'être recruté au CNRS, naturellement, sur un projet qui portait sur les flagrants délits. Donc, il se trouve que pendant que nous étions étudiants en droit, nous avions fait un stage, ça s'appelait un stage d'auditeur de justice. C'était été mis en place par l'ENM pour essayer d'attirer des étudiants, et c'était un stage rémunéré. Pas grand-chose, mais enfin suffisamment pour nous intéresser. Et donc j'avais fait un stage, j'étais à la 23e chambre du tribunal de Paris, du tribunal correctionnel, qui était la chambre des flagrants délits. Donc c'est ça qui m'avait donné l'idée d'essayer d'approfondir. Il y avait aussi à l'époque, il y avait la chronique de Christian Aignon dans Libé. Il faisait une chronique sur les flagrants délits, donc bon, ça montrait qu'il y avait vraiment une population particulière qui était jugée par cette chambre. Et donc l'idée de mon projet, c'était d'essayer de reconstituer la chaîne de décision qui amenait des gens à être jugés en flagrant délit. Donc c'est sur ce projet-là que j'ai été recruté, c'est ça que j'ai fait ensuite, dans les années suivantes. Il se trouve, là encore c'est un peu les circonstances, mais je ne me suis pas contenté l'idée n'était pas de se contenter de regarder le processus, la phase judiciaire du processus, mais aussi de ce qui se passait en amont, puisque c'était aussi l'époque où au SEPC on s'intéressait beaucoup aux questions de ce qu'on appelait le renvoi, c'est-à-dire qu'est-ce qui approvisionnait la justice pénale, quoi, en quelque sorte, les différents canaux par lesquels les cas finissaient par arriver dans un tribunal. Ça se situait dans le prolongement aussi des enquêtes que faisait Bruno Aubusson sur les filières pénales. C'était toute cette problématique-là. Il y avait ça, puis l'autre grand programme, c'était les représentations de la délinquance, de la gravité des infractions, de la justice, etc. Et c'était l'autre grand volet d'activité du centre à l'époque. Et donc ce travail m'a en fait amené à pénétrer le milieu policier. Et je me suis trouvé, j'en ai
m'en suis rendu compte après, mais je me suis trouvé finalement être le premier à faire en France de la recherche empirique en terrain policier. Il y avait quelques petites choses, mais par exemple, je crois que André Davidovitch, à l'époque, avait une de ses assistantes avait fait une enquête dans un tribunal, dans un commissariat d'Orléans, avait dépouillé les mains courantes. Bon, il y a un rapport qui existe, mais personne n'avait véritablement fait de l'observation participante avec les policiers. Et à l'époque, donc, j'ai commencé mon terrain par la 8e section à l'époque, 8e section du parquet de Paris, qui était la section des crimes et délits flagrants. Puisqu'il faut dire que le SEPC étant un service du ministère de la Justice, on avait un accès privilégié en fait au milieu judiciaire. Et à partir de là, j'ai donc fait une phase d'observation au parquet, avec une observation quantifiée, et beaucoup d'entretiens, etc., avec les membres de la section. Et puis, à un moment donné, bon, j'ai jugé que j'en avais fait suffisamment là et que je voulais aller voir du côté policier. Et finalement, la transition s'est faite très facilement parce que le chef de la section du parquet a téléphoné au sous-directeur de la PJ à la préfecture, lui a dit voilà, j'ai monsieur untel monsieur Lévy qui voudrait aller dans des commissariats, etc. Et voilà. Et puis j'ai eu l'autorisation comme ça s'est fait très facilement, les commissaires ont été prévenus, et j'ai fait une enquête dans le cadre sur 3 arrondissements, à l'époque le district de la 2e brigade territoriale qui était 17e, 18e, 19e arrondissement, dont le siège était rue des Grandes Carrières à la Goutte d'Or, dans le 18e. Donc j'ai tourné dans les différents commissariats, donc une douzaine de commissariats du secteur, où j'ai dépouillé des procédures. J'ai fait une enquête quantitative, donc j'ai dépouillé des procédures sur une certaine période. Et puis évidemment, j'ai fait des sorties avec les inspecteurs, puisqu'à l'époque, la police judiciaire avait ses propres commissariats dans Paris, qui étaient nettement séparés de tout ce qui était sécurité publique. Donc on faisait que de la petite PJ, quoi, dans ces commissariats. Et dès qu'une affaire était un peu plus grosse, elle était prise par la brigade territoriale qui coiffait le secteur. J'ai circulé avec les inspecteurs de police, à l'époque on les appelait encore inspecteurs de police, et j'ai fait des entretiens, enfin voilà, tout ce qu'on fait quand on fait un terrain comme ça. Et puis après je suis passé à la 2e BT, où j'ai fait la même chose. Finalement, ma thèse, qui initialement portait davantage dans le projet sur la procédure pénale de flagrant délit, enfin sur le tribunal, disons, des flagrants délits, s'est trouvé être déséquilibré en quelque sorte vers le côté policier, puisqu'une fois que j'avais pénétré ce terrain-là, j'ai cherché à en faire le plus possible, et finalement c'est devenu beaucoup plus une thèse sur le travail policier que sur le travail judiciaire. Et ça a donné lieu à la publication d'un livre qui s'appelle Du suspect au coupable, le travail de police judiciaire. Voilà. René, est-ce que tu pourrais revenir donc sur l'épisode de la création du CESDIP? Alors, donc la création du CESDIP en tant que tel, avec ce nom, c'est donc, auparavant c'est le service d'études pénales et criminologiques, c'est un service du ministère de la Justice, rattaché à la direction des affaires criminelles et des grâces, et qui progressivement se lie au CNRS, à partir de... Le SEPC est créé en 69, et je crois qu'à 1969, et à partir de 1976, il me semble, on commence à avoir une forme d'association avec le CNRS. Les postes des chercheurs à l'époque sont pas des postes CNRS, sont des postes qu'on appelait DGRST, délégation
général à la recherche scientifique et technique, qui était un organisme qui finançait de la recherche pour l'ensemble pour l'État. Et au sein duquel on avait créé des postes dont le profil était calqué sur celui des chercheurs de CNRS, mais qui n'avaient pas le même statut. Moi, j'ai été le premier chercheur CNRS recruté au SEPC, et René la deuxième. Tous les autres avaient ce statut particulier. Et puis, après l'arrivée de la gauche au pouvoir, il y a eu les assises de la recherche, etc. Enfin, il y a eu une grande réforme de la recherche, du statut des chercheurs et des universitaires. Et dans ce mouvement-là, il y a eu une réforme du dispositif de recherche du ministère de la Justice, qui se composait à l'époque d'un certain nombre de centres de recherche, qui avaient été un peu créés comme ça au coup par coup. Donc le SEPC avait été créé en 69. À l'époque, je crois que c'était sous le directeur des affaires criminelles qui était Pierre Arpaillange, qui ultérieurement a été ministre de la Justice. Bon. Mais il y avait aussi des organismes plus anciens. Il y avait le Centre national d'études et de recherche pénitentiaire, le CNERP. Il y avait le Centre de formation et de recherche de l'éducation surveillée qui était à Vaucresson, essentiellement. Et puis il y avait un truc qui s'appelait le service de coordination de la recherche, qui ne coordonnait rien du tout, mais qui faisait un peu tout ce qui était en dehors du champ des trois autres. C'est-à-dire qu'ils faisaient surtout des choses plus de la sociologie du droit, civil, commercial, etc. Hein, qui était à l'époque dirigé par Jacques Vérin, un magistrat, puis ensuite par Jacques Comaille. Voilà. Donc, à un moment donné, il y a eu un effort de rationalisation de ce dispositif, et qui allait de pair avec toute une opération, mais qui était beaucoup plus générale, d'intégration ce qu'on appelait des hors-statuts, c'est-à-dire des myriades de chercheurs non statutaires, contractuels, qui existaient dans tout le dispositif de recherche en France à l'époque, surtout dans les recherches liées à des ministères. À l'équipement, par exemple, il y en avait beaucoup, etc. Et c'est le moment où on a intégré, 200 sociologues au CNRS, à une époque où au CNRS, il y avait très peu de sociologues. Et où on a aussi réformé ensuite le comité national, enfin les différentes sections du comité national, etc. Il y avait beaucoup de gens, donc, comme j'ai dit, qui n'étaient pas des CNRS au ministère de la Justice, dans les 4 entités, et à ce moment-là, il y a eu donc une opération d'intégration et de reclassement, et on est passé de 4 centres à 2. Le SEPC a fusionné avec le CNERP, le Centre de recherche pénitentiaire, et puis le service de coordination de la recherche a fusionné avec le Centre de l'éducation surveillée. Ça a donné le CRIV, le Centre de recherche interdisciplinaire de Vaucresson. Tandis que nous, on a changé de nom, on est devenu Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Petite anecdote, normalement ça fait CRESDIP, pas CESDIP, mais le fait que ça commence par CRS ne plaisait pas à certains, et donc on a occulté le R. Et puis il y avait ça c'est pour un peu la blague, mais c'est aussi parce qu'il y avait déjà le Centre de recherche sociologique à l'époque, où travaillait André Davidovitch, qui était un peu le parrain du SEPC, intellectuellement, je veux dire. Donc le CESDIP s'est créé de cette manière, en absorbant un certain nombre de gens qui travaillaient sur le pénitentiaire, notamment, pas tous, parce que tous n'ont pas voulu venir, mais notamment Pierre Tournier, Marie-Danielle Barré. Après, il y a eu aussi des gens qui venaient de l'extérieur, comme Michel Chauvière, Francine Soubiron, etc., qui étaient hors statut, qui devaient se rattacher à une entité
CNRS. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Donc là, c'est vers 1983-1984. Le seul centre qui continue d'exister, c'est le CESDIP. Voilà. Donc c'est le seul survivant de toute cette galaxie de centres qui existait donc au début des années 80. Alors si je peux revenir à la question de mon propre parcours là-dedans, la grande chance en étant recruté au SEPC puis au CESDIP, je pense c'est deux choses. C'est que d'abord j'arrivais dans un centre qui était pluridisciplinaire, puisque en l'absence de formation en France en criminologie, donc René et moi étions les deux seuls criminologues patentés, en réalité, mais on arrivait dans un centre où il y avait des juristes, des sociologues, des démographes, des politistes, et à l'époque pas d'historiens, et toujours des gens avec des parcours assez sinueux qui étaient un peu arrivés là un peu par hasard, quoi, qui n'avaient pas de formation qui les préparait à travailler sur les questions judiciaires. Philippe Robert, donc, quand il a fondé le centre, il a recruté des gens, mais bon, qui venaient d'un peu partout. Bruno Aubusson était passé par l'École nationale de la statistique, l'ENSAE. Mais donc c'était un lieu qui n'était pas monocolore du point de vue disciplinaire. Et puis je pense le deuxième facteur important, c'était le fait que c'était déjà très internationalisé. C'est-à-dire que dès le milieu des années 70, donc avant mon arrivée au CESDIP, au SEPC, s'était créée la revue Déviance et Société, 77 je crois. D'ailleurs, René et moi, on avait publié un article sur notre recherche québécoise dans ces années-là, assez rapidement, dans les premières années de la revue. Et la revue était donc une revue internationale avec des partenaires allemands, belges, néerlandais, suisses, etc. Donc on se trouvait d'emblée plongé dans un milieu qui était international, avec un réseau de correspondants et souvent devenus des amis étrangers, avec beaucoup d'échanges, puisqu'il y avait ce système il y avait la revue. Moi, j'ai jamais fait partie du comité de la revue, mais associé à ce réseau, il y avait des rencontres 4 fois par an, ce qu'on appelait des interlabos, qui se passait à chaque fois chez un des partenaires, et où il présentait ses recherches en cours. Donc on se voyait fréquemment, on rencontrait fréquemment les collègues étrangers. Voilà. Alors, pour ce qui est de l'histoire, là encore, il n'y a rien de vraiment prémédité. Enfin, de ma part en tout cas. À un moment donné, Philippe Robert a commencé à s'intéresser à l'histoire du système pénal. Je pense qu'à l'époque, il commençait à réfléchir au livre qui est devenu, je pense, ensuite la question pénale. Et puis, il m'a proposé de travailler avec lui là-dessus. Et donc on a commencé, donc ça c'est au début des années 80, on a lu à peu près tout ce qui s'était écrit sur l'histoire du pénal en France et à l'étranger. On a publié 2 articles, un article à la revue des Annales, et l'autre à la revue d'Histoire moderne et contemporaine. Donc, l'un était une réflexion théorique sur les rapports entre histoire et sociologie, plutôt, et l'autre était aux Annales, et puis à la RHMC, c'était plutôt une revue de littérature, quoi, avec un essai de périodisation, enfin un essai de problématisation des rapports de l'histoire du pénal, et parallèlement s'est créé un lien avec un groupe d'historiens, par l'intermédiaire de Michel Perrault,
à laquelle Philippe Robert a proposé une collaboration. C'est créé, enfin moi j'étais dans l'équipe, enfin participant au séminaire, mais je n'étais pas à l'origine. Donc un séminaire commun avec des historiens, qui étaient donc Michel Perrault en premier lieu, mais aussi Yves et Nicole Castan, André Zisberg, très brièvement au début Arlette Farge, mais elle n'est pas restée. Et puis après, il y a eu d'autres gens qui se sont agrégés. Enfin, c'était un peu le petit noyau des gens qui travaillaient sur l'histoire de la justice pénale. En France, les plus nombreux étaient des modernistes, hein, à part Michel Perrault. Et donc, on a essayé de voir donc, dans quelle mesure on pouvait s'entendre voilà, sur les termes sur la compréhension de l'histoire pénale, sur la question des statistiques, sur les sources, etc., etc. Et de fil en aiguille, comme eux participaient à un autre groupe international qui s'était créé, qui s'appelait IHCCJ, International Association for the History of Crime and Criminal Justice, qui avait été créé à peu près à la même époque, à la fin des années 70, à l'occasion d'un congrès d'histoire économique à Milan, je crois, à l'instigation de Maurice Aymar, qui dirigeait la Maison des Sciences de l'Homme, la fondation de la Maison des Sciences de l'Homme à l'époque. Il avait encouragé la création de cette association, d'ailleurs qui a longtemps resté une association informelle, à partir d'un noyau qui s'était réuni dans ce congrès, qui était essentiellement composé, alors il y avait deux Néerlandais, Herman Diedrichs, qui est mort prématurément en 1995, et puis Peter Spierenburg, qui est mort il y a quelques années. À l'époque, il y avait Peter Spierenburg, il y avait, je pense, Clive Hemsley, qui est mort aussi récemment, Jim Sharp, enfin voilà, tout un groupe de Hollandais, Britanniques, essentiellement, je pense, Hollandais, Britanniques, qui ensuite s'est réuni régulièrement, grâce au soutien de la MSH, 1 à 2 fois par an, pour des journées d'études. Et donc à partir de, je ne sais plus, 83, je crois à peu près, hein, c'est à peu près au moment où sont parus nos articles aux Annales et à la revue Histoire moderne et contemporaine, on a commencé, Philippe comme moi et d'autres, à fréquenter ces journées d'études. Voilà. Et puis petit à petit, je me suis lié. Bon, Philippe, lui, au bout d'un moment, a passé à autre chose. Puis moi, je suis un peu resté dans ce milieu parce que l'histoire m'intéressait. Je n'avais pas fait d'études d'histoire, mais enfin, c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup. Et donc, je suis resté dans l'orbite de ce groupe où je me suis fait beaucoup d'amis, sans moi-même encore vraiment toucher à faire de la recherche historique. Encore que, en réalité, c'est pas vrai ce que je dis, parce que j'avais publié, quand je préparais ma thèse sur le flagrant délit, j'avais fait un historique de la procédure de flagrant délit, qui a été publié dans la revue historique, d'ailleurs, un peu plus tard. Donc j'avais quand même une série de publications dans des revues historiennes majeures. Et voilà, c'est comme ça que petit à petit, mais sans jamais... c'est-à-dire pendant longtemps, j'ai été un peu tiraillé, pendant d'ailleurs toute ma carrière, je dois dire, tiraillé entre le travail de recherche, disons, plutôt sociologique, et le travail de recherche, le travail historique, d'ailleurs au profit de la partie sociologique. Hein. J'ai quand même fait plus de sociologie que d'histoire, mais j'ai continué, par exemple, à un moment donné, j'avais prolongé l'histoire du flagrant délit par une histoire des débats autour de la loi de 1865 qui a créé le sursis, hein, qui a fait aussi l'objet de publications. Donc petit à petit, voilà, donc ça c'est les années 80. Hein. Et puis au cours des années 90,
Là, il se passe pas mal de choses dans mes rapports avec l'histoire. D'abord, j'ai beaucoup collaboré avec Xavier Rousseau, que j'avais rencontré dans le cadre de l'IHCCJ, et qui était à l'époque, qui faisait sa thèse à l'époque, qui était sous la direction de Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, qui s'était jointe au groupe formé par les historiens, les sociologues, donc de Philippe et de Michel. On a fait un séminaire ensemble en Belgique, à Bruxelles, aux facultés universitaires Saint-Louis, qui là aussi a donné lieu à un livre qui s'appelle Le pénal dans tous ses états, qu'on a coédité, Xavier et moi. Donc le pénal dans tous ses états, justice, État et société en Europe, qui était donc le résultat de ce séminaire international qu'on a fait pendant une série de journées d'études qui s'est étalée sur 2 ou 3 ans, je pense. J'ai oublié de dire que aussi, beaucoup de ces activités se sont confondues avec des activités du groupe européen de recherche sur les normativités, qui était donc un réseau européen qui était en quelque sorte, qui avait été aussi créé par Philippe Robert, à l'instigation de Philippe Robert, qu'il a longtemps dirigé, et qui était on peut dire une sorte de formalisation du groupe qui s'était créé autour de la revue Déviance et Société. C'était plus ou moins les mêmes personnes, quoi, largement les mêmes personnes et avec les mêmes activités. Et au sein duquel donc on a organisé énormément de séminaires, de journées d'études, sur toutes sortes de sujets, moi en particulier, sur les questions historiques, sur les questions policières, etc. Notamment un séminaire avec Dominique Monjardet, où on avait fait un séminaire de sociologie de la police. C'était le premier à l'époque, et qui a duré plusieurs années, et où on a fait venir tous les gens en Europe, beaucoup de gens en Europe ou en France qui commençaient à travailler sur les questions policières. En France, c'était un sujet émergent, on va dire. Toujours pour revenir à cette époque-là, donc il y a différentes choses. Il y a ce séminaire que je fais avec Xavier, et puis il y a aussi un séminaire dans le prolongement des relations avec les historiens que Michel Perrault et Philippe Robert organisent autour de la question de la détention provisoire, et qui donne aussi lieu à un ouvrage collectif dans lequel j'ai publié cet article sur la loi de 1865, les débats entre avocats et magistrats autour de ces questions. Et puis il y a aussi un autre travail à connotation historique qui est l'édition critique du livre de Georg Rusch et Otto Kirchheimer, Punishment and Social Structure, qui est paru en français sous le titre de Peine et structure sociale, que j'ai réalisé avec un collègue allemand qui s'appelle Hartwig Zander, qui était à l'époque professeur à l'université de Francfort. Alors j'avais déjà, beaucoup plus tôt, à sa demande, j'avais traduit un des textes initiaux de Georg Rusch, qui avait été paru donc j'avais traduit l'allemand, qui était paru dans Déviance et Société. Et puis quelques années plus tard, j'avais traduit, mais on avait coédité et commenté un autre article de Georg Rusch qui était également paru dans Déviance et Société. Puis après, on s'est dit que on devrait s'attaquer au livre lui-même. Bon, alors je ne rentre pas dans les détails, mais c'est un livre qui a une histoire très complexe, de deux auteurs qui en fait ne s'étaient jamais rencontrés et ne se connaissaient pas, qui ont travaillé successivement. Là, par contre, j'ai fait tout un travail d'historien, on peut dire, parce qu'on a recueilli un certain nombre d'archives pour reconstituer la biographie des auteurs. C'est un livre qui était considéré comme un classique. Il y avait une édition... alors, il est paru, il faut peut-être quand même que je dise un mot de ça, il est paru... C'est le premier livre publié aux États-Unis par ce qu'on appelle l'école de Francfort, en exil. Bon.
C'est le premier livre qu'ils ont réussi à publier aux États-Unis, Columbia University Press, en 1939. Donc autant dire que le livre est passé un petit peu inaperçu à l'époque. Et puis c'est un livre qui a été redécouvert après 1968 parce que il passait pour être, disons, une analyse marxiste ou marxisante de l'histoire du pénal, surtout de l'histoire de l'emprisonnement. Donc ça s'inscrit dans la vague des livres de Foucault, Rothman et d'autres sur la prison. Et ça fait figure, d'ailleurs, c'est le seul livre, quasiment, enfin, un des rares livres que Foucault cite dans Surveiller et punir, puisqu'il cite quand même très peu de travaux historiques. Il faut dire qu'à l'époque, en France, il n'y en a pas beaucoup, non plus, il faut être juste. Donc voilà, c'est un classique, et donc nous en faisons l'édition française qui est parue aux éditions du Cerf en 1994, je crois. Et là, donc effectivement, c'est précédé d'une grosse introduction dont moi je m'étais vraiment davantage chargé de la partie historique, de l'histoire du texte, en fait, les vicissitudes de son écriture et en même temps l'histoire des auteurs. Donc on avait recueilli les archives de l'éditeur, près de Columbia University Press. On avait recueilli des archives au Royaume-Uni. Je m'étais rendu à Albany, dans l'État de New York, dont la bibliothèque universitaire avait un fonds consacré à l'émigration des intellectuels allemands aux États-Unis avant-guerre, enfin dans les années précédant la guerre, et parce que Otto Kirchheimer et naturellement évidemment Horkheimer, Adorno, enfin toute l'école de Francfort était partie aux États-Unis. Et donc j'ai exploité un certain nombre de fonds d'archives. Donc là, ça a été un peu mon premier travail d'archives proprement dit, parce que les articles que j'avais faits sur le flagrant délit ou sur le sursis étaient quand même plutôt basés sur de la littérature secondaire, enfin de la documentation, pas d'archives, mais une documentation d'écrits de l'époque, enfin de travaux juridiques contemporains, etc. René, est-ce que tu peux nous parler un peu de la revue Crime, Histoire et Société et du rôle que tu as joué dans cette revue? L'IAHCCJ, ce groupe international d'historiens, de gens qui s'intéressaient à l'histoire du pénal, publiait de manière plus ou moins régulière un bulletin dans lequel on rendait compte de l'actualité du champ et puis des travaux qui se faisaient au sein des journées d'études régulières qu'on faisait à Paris. Il y avait eu ces journées d'études, mais il y avait aussi eu un grand colloque à Maastricht dans les années 80, je crois, fin des années 80. Et puis il y avait des participations à différentes autres réunions scientifiques. Et donc à un moment donné, ce bulletin, il est devenu, disons, de plus en plus consistant, on va dire, toujours avec le soutien de la Maison des Sciences de l'Homme, mais évidemment avec une diffusion relativement... C'était gratuit, donc c'était une diffusion, c'était envoyé aux membres informels, en réalité, de cette association elle-même informelle, mais ça faisait beaucoup de monde. Donc ça faisait à un moment donné quand même plusieurs centaines de personnes. Et donc on s'est dit que peut-être... Alors il faut expliquer que j'explique que le champ de l'histoire du pénal était quand même un champ donc, qui a émergé à partir de la fin des années 70, enfin et surtout des années 80, et qui s'est énormément développé internationalement depuis cette époque, très très rapidement. Et pour lequel il n'existait alors qu'une seule revue, en fait un annuaire, qui s'appelait Criminal Justice History, qui était édité aux États-Unis, mais de manière assez, avec une périodicité un peu fluctuante, qui était évidemment exclusivement en anglais. Et donc on s'est dit que peut-être que le temps était venu de développer quelque chose
dans cette direction-là, donc au milieu des années 90. Hein. Alors il y avait bien sûr Déviance et Société qui accueillait aussi des articles historiques, hein, mais enfin dont c'était pas la préoccupation dominante, même si je pense qu'ils ont fait un numéro spécial, etc. Enfin bon, c'était pas vraiment suffisant pour absorber, disons, on pensait le flux de travaux qui se déployait à ce moment-là. Et donc, toujours avec le soutien de la Maison des sciences de l'homme, on a décidé, donc un petit groupe, c'est-à-dire essentiellement, il y avait pas Hermann Diedrichs, puisqu'il était déjà décédé, mais il y avait Peter Spirenborg, Clive Hemsley, Jim Sharp, Xavier Rousseau, Herbert Reinke, disons un peu ce qui était devenu un peu le noyau dur de l'IHCCJ, Sylvette Dupont, enfin voilà. Et moi, on a décidé de lancer une revue. Et le premier numéro est paru en 1997. C'est une revue semestrielle, bilingue, en français et en anglais. Pendant longtemps, bon, l'idée c'était de la faire bilingue, puisque justement, comme elle était soutenue par une institution française, on cherchait quand même à attirer les auteurs français qui eux aussi étaient de plus en plus nombreux dans ce domaine-là. Évidemment, le tout appuyé sur un comité très international, un comité de rédaction et un comité scientifique, tous les deux très internationaux, essayant de se placer d'emblée au meilleur standard, disons, des revues savantes, hein, avec évaluation par les pairs, etc., et qui a été tantôt soutenu par différentes institutions, le plus régulièrement en fait, et encore aujourd'hui par le CNRS, à un moment donné par le Centre national du livre, ou par quelques institutions, fondations étrangères, et une revue qui était publiée par la librairie Drault de Genève. Donc c'est une revue qui maintenant a 25 ans, voilà, qui je crois fonctionne bien. Enfin, disons, on n'est pas en mal d'articles à publier. Bon, comme pour toutes les revues, il y a des fluctuations. Parfois, il y en a davantage, parfois, il y en a moins. On arrive à publier dans les deux langues, mais évidemment pas de manière équilibrée. Enfin, assez rapidement, on a été à peu près à, disons, 2 tiers, 1 tiers, en 60-40, ou 2 tiers, 1 tiers de français, 2 tiers d'anglais. C'est grosso modo, enfin, avec des variations suivant les numéros. Peut-être que maintenant ça a un petit peu diminué, mais enfin, en tout cas, le français a peut-être un peu régressé. J'ai pas vérifié récemment, hein, je fais périodiquement un sondage pour voir où on en est, mais on peut dire qu'en tout cas, c'est la seule revue internationale dans ce domaine particulier, qui à l'échelle des recherches historiques reste quand même un domaine assez spécialisé, hein, il faut bien le dire, dont je suis donc encore le directeur de la publication et membre du comité éditorial. Pendant longtemps, j'étais rédacteur en chef, pendant les 10 premières années, je pense. Après, ça a été Clive Hemsley. Après, ça a été Anja Johansen, qui est professeur à Dundee, spécialiste de l'histoire de la police, de l'histoire comparée de la police, à Dundee, en Écosse. Ensuite, maintenant, c'est Paul Lawrence, qui est professeur à la Open University, comme l'était Clive Hemsley d'ailleurs. On essaye aussi au sein des instances, en particulier du comité de rédaction, de garder un bilinguisme des travaux, des discussions. Et comme on publie dans les deux langues, il faut aussi avoir un rédacteur en chef qui soit capable de fonctionner à minima dans les deux langues, même si bien sûr, là pendant toute une période, on a eu Emmanuel Blanchard était rédacteur en chef adjoint, donc ça faisait une équipe bilingue
pour gérer la rédaction de la revue. Alors c'est une revue qui a un nombre d'abonnés qui n'est pas très considérable parce que le champ est réduit, et puis surtout parce que la plus grande partie maintenant pour les revues, et je pense qu'on n'est pas les seuls, des accès se fait par des portails, des bouquets surtout, des bouquets de revues, et donc on a beaucoup plus de lecteurs sur JSTOR ou sur Open Edition qu'en version papier, évidemment. René, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes travaux justement sur l'histoire de la justice et de la police? Quelles étaient tes principales hypothèses, les terrains que tu as investis et les grandes conclusions auxquelles tu es parvenu? Alors, j'ai dit tout à l'heure que donc j'avais été le premier à vraiment réaliser un terrain policier, et peut-être j'aurais dû dire qu'il y avait une autre première dans ce travail, de mon travail de thèse, qui est que je me suis en particulier dans l'analyse, disons, des trajectoires des personnes qui avaient été interpellées et qui ensuite étaient passées par le processus qui allait ou non les conduire vers le tribunal des flagrants délits, enfin la 23e chambre à l'époque, puisqu'on est avant la comparution immédiate, hein, qui a été instituée dans les années 80, au début des années 80, après que ma recherche était terminée. Hein. C'est que je me suis intéressé aux différences qui pouvaient exister entre les suspects, les mises en cause, au regard de leur origine. Donc j'ai fait des analyses où, avec certaines, disons, précautions de langage, mais enfin, j'avais montré que, à toutes choses égales par ailleurs, enfin, quoiqu'à l'époque j'avais pas fait ces techniques-là, mais enfin, en gros, à caractéristiques socio-démographiques équivalentes, hein, les Maghrébins, les Noirs et les Blancs n'étaient pas traités de la même manière. Et que, même en présentant, puisque le critère décisif, disons, dans ce processus, c'était ce qu'on appelle les garanties de représentation, hein, l'idée que les gens ont un domicile, un travail, une famille, éventuellement des enfants, et que donc ils ont peu de chances de disparaître dans la nature si on les relâche pour les juger ultérieurement, ce qui était possible. Hein. Et bien même quand les prévenus présentaient ces garanties de représentation, suivant leur origine, ils n'étaient pas traités de la même manière. C'est-à-dire que, pour dire les choses simplement, les Maghrébins étaient traités plus sévèrement que les Africains, eux-mêmes traités plus sévèrement que les gens des dom-toms, et les plus favorisés étaient les Blancs. Curieusement, mais c'est peut-être parce que le livre n'a pas été lu, hein, j'en sais rien, c'est pas quelque chose qui a beaucoup frappé ou qui a donné lieu à controverse, alors que le fait d'utiliser ces notions, on l'a vu plus tard, hein, dans les années 90, était quand même très sujet à polémique. Hein. Donc, dès le départ, je me suis intéressé à cette question-là, et ça a été récurrent ensuite à plusieurs reprises. Au début des années 2000, René Zoberman et moi avons publié un article dans la revue, une grande revue américaine qui s'appelle Criminology, sur la question de la diversité dans les forces de police et les controverses que ça suscitait à l'époque
en France. Et puis, bien sûr, ensuite, j'ai été amené, notamment avec Fabien Jobard, à travailler sur la question des contrôles au faciès, à la demande d'une fondation américaine, la fondation de Open Justice, une des branches des fondations de George Soros, Open Society, qui souhaitait engager une action dans différents pays sur la question des contrôles au faciès et sur les manières d'y remédier. Et donc ils avaient fait appel à Fabien et à moi sachant qu'on avait déjà travaillé sur ces questions-là. Je ne sais plus très bien comment ils nous avaient identifiés. Fabien lui-même avait analysé la place de l'origine des prévenus dans le cadre de ce qu'on appelle les IPDAP, c'est-à-dire les infractions comme l'outrage et la rébellion vis-à-vis de policiers, hein, dans un tribunal de la région parisienne. Et il avait montré là aussi que naturellement l'origine des prévenus n'était pas sans effet sur leur destinée judiciaire. Donc on a été amené à travailler là-dessus avec des gens de la fondation en question, et puis un universitaire américain, John Lamberth, qui avait élaboré une méthodologie tout à fait particulière qui permettait d'observer les policiers, les pratiques policières, et de quantifier en fait la manière dont ils procédaient à des contrôles d'identité. Toujours est-il que ça avait été testé dans différents endroits, ailleurs qu'en France, et donc l'idée c'était de la mettre en œuvre en France, et ça consistait essentiellement à observer des policiers à leur insu dans des lieux très fréquentés, avec une population diversifiée, et d'observer qui était contrôlé et de recueillir un minimum d'informations sur les caractéristiques des personnes contrôlées. Hein, l'âge, le sexe, la couleur de peau, le fait de savoir s'ils avaient des sacs à dos ou des bagages, des choses comme ça, parce que on était dans le prolongement des attentats de Londres, où les terroristes avaient été équipés de sacs à dos. Donc la question c'était est-ce que le fait est-ce qu'on contrôlerait davantage des gens qui ont des sacs à dos de peur qu'ils se produisent la même chose. Bon, le sac à dos n'avait aucun effet que ce soit, mais on a pu montrer par cette démarche qui avait des aspects assez sophistiqués quand même, on a pu montrer que de fait tout le monde n'était pas à la même enseigne vis-à-vis des contrôles au faciès, et que grosso modo, pour le dire vite, il y a deux critères qui interviennent. Il y a principalement, on va dire, deux critères qui interviennent, c'est l'apparence vestimentaire et puis l'apparence physique. Voilà, la couleur de peau, en d'autres termes. Ou je sais pas comment on pourrait dire, oui. Étant entendu que dans une démarche de ce genre-là, on ne peut pas aller très loin dans les distinctions, hein, qu'on est obligé de s'en tenir, puisqu'on observe des choses qui se passent quand même à une certaine distance. On est obligé de s'en tenir à des catégories assez rudimentaires, et dont on sait d'autre part qu'elles ont une pertinence pour les policiers, en se fondant sur d'autres recherches sur les pratiques policières que Fabien comme moi avions naturellement réalisé dans le passé. Puis il y a toute une littérature de toute façon, donc c'était pas tellement problématique. Et là encore, mais on avait peut-être on n'était pas très loin des grandes controverses quand même, puisque là, on est pour cette enquête-là, on est en 2007-2009,
Hein, ça a pris pas mal de temps à monter, c'était assez compliqué. Il a fallu recruter des gens pour faire les observations, enfin voilà. Il y a eu un grand écho médiatique de ce travail, qui est encore toujours considéré comme la référence en la matière, parce qu'il n'y a pas eu d'autres, il y a eu d'autres enquêtes sur le sujet, mais aucune qui ait employé la même méthodologie. Finalement, là encore, ça n'a pas suscité de grandes controverses, mais peut-être parce que ces controverses, elles avaient eu lieu quelques années auparavant sur la question des statistiques ethniques, etc. Et puis surtout parce que dans ce cas-là, on n'identifiait personne, et personne n'était identifiable. On avait observé que un blanc ou un noir ou un maghrébin avait été contrôlé par la police et qu'il s'était passé telle ou telle chose, qu'il avait été interpellé ou pas interpellé, et puis c'est tout. Et on ne savait pas qui avait fait quoi, enfin, il n'y avait aucun moyen d'identifier qui que ce soit dans l'enquête. Il n'y avait donc pas lieu non plus à des formalités du type CNIL, etc., puisque personne n'était identifiable. Et ça n'a pas donné lieu à de grandes... Comme on aurait pu s'y attendre quand même, ça n'a pas donné lieu à de polémiques. Ça avait même été cité par des gens très hostiles aux statistiques, aux dites statistiques ethniques. Ça avait été cité en exemple comme ce qu'on venait de faire, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, on discutait beaucoup de comment... il y avait deux niveaux d'interrogation. C'est est-ce qu'on a le droit de se poser la question, déjà, ou pas, et pour certains on n'avait pas le droit, hein, y compris dans le milieu de la recherche, et puis ensuite comment on fait. Enfin, si on admet qu'on peut le faire, qu'on peut poser la question, comment est-ce qu'on procède, hein, comment est-ce que... Alors, Fabien Jobard, dans l'enquête dont j'ai parlé, lui, il avait employé la méthode onomastique, c'est-à-dire travailler sur les noms des mises en cause. Hein, avec évidemment, il y a une marge d'erreur, mais enfin, ça avait déjà été fait par d'autres. Voilà, c'était une méthode acceptable. Hein. De toute façon, on n'a pas tellement le choix. Pour nous, dans le cas des contrôles, le problème qui se posait, c'est quelle est la population de référence. C'est-à-dire, la police contrôle des gens dans un espace défini, hein, mais comment on peut dire s'il y a une discrimination ou s'il n'y a pas de discrimination? Parce que pour qu'il y ait discrimination, il faut qu'il y ait un écart par rapport à une norme. Donc, à supposer, de toute façon, c'est pas possible en France, mais le recensement de la population, c'est pas une référence valide, parce que la population qui est présente dans un lieu donné ne correspond pas forcément à celle du recensement, même si c'est un recensement localisé, parce qu'on prend des lieux, c'est des lieux de grand passage, donc forcément la plupart des gens qui circulent ne résident pas dans la zone en question. Donc même si on avait une description de la population des résidents, ça ne serait pas un critère valable. Donc il a fallu, la méthode a consisté d'une part, dans un premier temps, à analyser les composantes de la population qui circule dans un lieu donné pour pouvoir la comparer à la population contrôlée. C'est ça le nœud de la méthode mise au point par John Lamberth. Et donc ça demande tout un dispositif de recherche assez lourd. Et c'est ça la particularité de l'enquête, qui est difficile à répliquer parce que moi j'avais été invité à Vienne par des collègues qui étaient tentés de faire la même chose, mais en réalité à Vienne ils n'ont pas réussi à trouver un lieu qui se prêtait à cette démarche. Hein, parce qu'il faut à la fois une population diversifiée pour que les policiers aient le choix, hein, en quelque sorte. Donc il faut ce qu'on appelait la population disponible au contrôle, il faut qu'elle soit diverse. Et puis d'autre part, il faut qu'on puisse la quantifier. Donc il faut un lieu, il faut de pouvoir définir un espace limité.
hein. Et nous, on a eu beaucoup de mal à trouver des lieux. On a testé un tas de lieux dans Paris et la région parisienne pour voir s'ils se prêtaient à cette méthode. Et finalement, on a fini par identifier 5 lieux, mais qui étaient une partie est donc dans les transports en commun, hein, la gare du Nord, à Châtelet, etc. Parce que dans la première phase de l'enquête, quand on cherche à identifier quelle est la population présente dans le lieu, il faut qu'on puisse contrôler les flux de population qui entrent dans l'espace sous observation. Et donc si on n'a pas en quelque sorte des portes d'entrée contrôlables, on ne peut pas le faire. Enfin voilà, donc ça a été un de mes axes, disons, de travail qui m'a pas mal occupé, mais sur le versant sociologique de mon activité. René, un autre axe important de tes recherches est l'histoire de la police ou des polices et les modèles de police. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? C'est une collaboration avec quelqu'un que je connais depuis très longtemps, qui est Jean-Marc Berlière, qui un jour est venu me voir dans mon bureau, quand on était encore les bureaux du SEPC à l'époque, étaient rue de Mondovie, dans les bureaux d'un immeuble du ministère de la Justice. Et un jour, il est venu me voir, et à l'époque, il était encore en thèse. Donc il fait de sa thèse sur l'histoire de la police, disons, dans la première partie de la Troisième République. Hein. Et donc à partir de là, ça a été avec Xavier Rousseau, ça a été un de mes grands, et René Zoberman naturellement, un de mes grands partenaires de travail au cours de toutes ces années. Après la mort de Dominique Monjardet, on a repris un séminaire autour des questions de police, mais davantage autour des questions d'histoire de la police, qu'on a fait pendant plusieurs années à l'IHESI, entre autres. Au cours des années, début des années 2000, on a fait 2 choses, essentiellement. D'abord, on avait été approché par l'IHESI pour reprendre le dossier des archives orales de la police. Parce que l'IHESI avait fait une campagne de recueil d'archives orales par des gens qui n'étaient pas vraiment formés pour ça, dans les années 90, je crois, enfin peu de temps après sa création. Et on avait des choses qui dormaient dans une armoire. Il y avait 2 choses, il y avait le sauvetage de ce qui avait été produit par cette première campagne, et puis une sorte d'actualisation. Enfin, il s'agissait de refaire une campagne d'entretien avec des policiers. Et donc, avec un financement de l'IHESI, à l'époque, je crois que ça s'appelait encore comme ça, on a donc monté une équipe qui était coordonnée par Emmanuel Blanchard, à l'époque, qui était lui-même, je pense, encore en thèse à cette époque-là. Et on a recueilli je sais plus, une trentaine, je crois, d'entretiens, et puis on a récupéré la quarantaine ou la cinquantaine d'entretiens qui préexistaient, dont tous n'avaient pas été transcrits. Enfin, il y avait des transcriptions, il y avait des bandes, il a fallu mettre un peu d'ordre dans tout ça, et puis trouver aussi une institution qui voudrait bien accueillir ce corpus. L'IHESI se considérant pas en mesure de le faire, et d'ailleurs à juste titre. Et donc finalement on a réussi à persuader la BNF d'accueillir ce corpus. Cela dit, je ne sais pas du tout, enfin j'ai eu des échos, mais très très épisodiques, de gens qui n'arrivaient pas à obtenir communication, et je ne sais pas du tout, c'est dans le fond de la BNF, mais je ne sais pas exactement si ça fonctionne réellement et si des gens peuvent y avoir accès. C'est un corpus quand même assez intéressant, parce que ça remonte, pour les interviews les plus anciennes, ça remonte
au moins à la Première Guerre mondiale, dans les souvenirs des policiers. Et donc on avait produit un instrument de travail, enfin, pour permettre de s'y retrouver dans les entretiens. Et là on avait fait quand même appel à des gens, à des chercheurs de notre entourage qui avaient une certaine habitude de faire des entretiens ou qui connaissaient le sujet. À la suite de ça, on a publié un ouvrage avec Jean-Marc, un premier ouvrage aux éditions Nouveau Monde Éditions, autour de laquelle on a fait un colloque d'abord à la BNF, et on en a publié on en a tiré un ouvrage collectif qui a été publié par Nouveau Monde Éditions dans une jolie édition reliée d'ailleurs. Je ne pense pas qu'il se soit beaucoup vendu, cela dit, où on rendait compte à la fois de l'enquête qu'on avait faite, la collecte, et puis d'un ensemble de réflexions autour de la question des archives orales, de leur utilisation, de leur validité, etc. Et puis dans le prolongement de cette affaire-là, comme ça avait bien marché, à un moment donné, Jean-Marc Berlière a été approché toujours par les éditions, Nouveau Monde Éditions, pour produire une histoire pour reprendre en fait le livre qu'il avait publié plusieurs années auparavant, qui s'appelait Le Monde des polices, qui était une assez courte histoire de la police, enfin un volume assez mince, mais qui avait bien marché. Mais l'éditeur voulait faire quelque chose qui allait plus vers l'époque, il voulait prolonger l'ouvrage jusqu'à nos jours, en quelque sorte. Et à ce moment-là, Jean-Marc m'a proposé qu'on le fasse ensemble, lui se chargeant de la partie, disons, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, et moi prenant le relais ensuite. Mais en fait, l'ouvrage a réellement été écrit à quatre mains, quoi. Enfin, chacun revoyant les textes des autres, et je ne suis pas sûr qu'on puisse, à moins de bien savoir qui sont les auteurs, je veux dire, on ne peut pas tellement distinguer ce qui vient de l'un ou ce qui vient de l'autre. Et donc, ça a paru en un gros volume qui est paru en 2011, et puis on l'a revu pour l'édition de poche 2 ans plus tard, en 2013, parce qu'évidemment il y a toujours des scories, il y a des trucs qu'on a oubliés, il y a des erreurs, enfin des coquilles, enfin bref. Ça, et là on est supposé faire une nouvelle édition, puisque la précédente est en voie d'épuisement. Celle-là, elle s'est très bien vendue, en particulier dans les milieux policiers et gendarmiques, apparemment dans les écoles. Il faut dire qu'il n'est pas cher, en plus un gros livre, il n'est pas cher. Et donc, on est censé, mais je ne sais pas exactement quand encore, parce que aussi bien Jean-Marc que moi sommes assez chargés, on se prépare, disons, à refaire une édition, mais je pressens que ça va être un travail assez compliqué, parce que ça ne va pas être juste une remise à jour de la bibliographie. D'abord, il y a d'autres nouveaux travaux historiques qui ont... Bon, ça fait quasiment 10 ans, donc il y a quand même eu beaucoup de travaux depuis, aussi bien historiques. Et puis l'actualité, s'il faut aller jusqu'à nos jours, en 10 ans, il s'est passé quand même beaucoup de choses aussi, rien que sur le plan de l'actualité policière. Alors, simplement pour conclure un peu toutes ces... Sur les questions de police, moi ce qui me frappe quand même, finalement, en regardant les 40 dernières années, je suis frappé de voir à quel point le champ s'est développé. Comme j'ai dit, quand j'ai commencé, j'étais tout seul. Ensuite, il y a eu Dominique Monjardet, sur un autre aspect qui était plus sur la sécurité publique et puis sur l'institution en général. Et maintenant, il y a un nombre considérable de gens, de chercheurs,
qui s'intéresse à cette question. Il y a beaucoup de thèses sur cette question et on frise d'ailleurs, à mon avis, dans certains cas, on frise un peu la répétition, quoi. C'est pour ça que ça m'avait beaucoup intéressé de faire cette enquête sur les contrôles aux faciès, parce que là, on amenait une méthode tout à fait originale, avec des résultats vraiment pointus, sur une question qui faisait l'objet de débats depuis très longtemps. On savait que ça existait, naturellement, on avait suffisamment observé, mais c'est quand même pas la même chose d'apporter des chiffres. Et en fait, ce que ça a fait, même si ça n'a pas changé grand-chose aux pratiques policières, ce que je pense, c'est que ça a provoqué un renversement de la charge de la preuve, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dire que ça n'existe pas. Et en matière d'histoire de la police, c'est pareil. Il y en avait très peu il y a 40 ans. Maintenant, il y en a une quantité considérable. Donc voilà, on peut se dire que, je sais pas, peut-être qu'on a posé la première pierre et puis qu'après les choses se sont développées comme ça. Autre question, René, sur la question de l'exécution des peines, les recherches et les travaux que tu as conduits dessus, et plus particulièrement sur le bracelet électronique. Ouais. Alors ça, c'est un... J'ai dit en commençant que bon, j'avais pas de plan de carrière et que finalement les choses se sont beaucoup faites au gré des circonstances, des rencontres que j'ai pu faire à tel ou tel moment. Et c'est aussi pourquoi certains travaux ont traîné plus que d'autres. Parce que parfois il y a des offres qu'on ne peut pas refuser, donc on met un travail de côté puis on y revient plus tard. C'est par exemple le cas du travail aussi que j'avais fait que j'avais lancé sur le droit policier et le rapport des policiers au droit, qui avait donné lieu à un article sur les livraisons surveillées à la Revue française de sciences politiques il y a, je sais pas, au début des années 2000, et où j'avais d'autres projets du même ordre que pour l'instant j'ai mis de côté. Alors le bracelet électronique, c'est un peu l'occasion également, c'est-à-dire que quand on a mis en place en 2000, je crois, la phase expérimentale du bracelet électronique, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de mettre en place une évaluation, parce que très souvent en matière de dispositifs judiciaires, enfin l'évaluation elle vient après, enfin c'est rare qu'on ait l'occasion de la mettre en place dès le début et de suivre ensuite dans la durée les choses. Et c'est un sujet sur lequel moi je n'avais pas du tout travaillé sur les peines jusque-là, et donc avec Pierre Tournier à l'époque et Annie Kensey, qui travaillait donc à la direction de l'administration pénitentiaire, on a donc décidé de mettre en place un dispositif d'observation qui consistait à la fois à recueillir des données quantitatives et puis qualitatives sur le sujet. Et donc on avait mis en place un protocole qui faisait que à chaque fois qu'un service décernait un bracelet électronique, il devait remplir une fiche et l'envoyer à la direction. Et donc au bout de quelques mois, on a eu plusieurs centaines de cas qu'on a pu analyser. Et parallèlement, on avait fait des entretiens, notamment avec une assistante de recherche qui s'appelle Anna Pitoun, qui depuis est devenue vidéaste. Mais on avait pu faire une recherche assez substantielle. Parallèlement, il y avait une autre recherche qui avait été faite par Martine Kaluzinski, mais eux, c'était plutôt sous l'angle politique public, quoi, disons, de l'affaire. Donc on a fait cette enquête sur le bracelet, et ensuite, comme les services continuaient à envoyer de l'information, même après que l'enquête était en principe terminée, ce qui fait qu'on a continué à accumuler des données, et on a pu y revenir 1 ou 2 ans plus tard et reprendre le dossier. Donc ça m'a occupé pas mal de temps. Ça a donné lieu aussi à pas mal
de publication, d'autant que j'ai participé à partir de ce moment-là au petit milieu qui s'intéressait à ces questions-là. Il y avait un colloque tous les 2 ans qui réunissait les principaux chercheurs. Oui, c'était fait sous l'égide de la Conférence européenne de l'approbation, qui est un organisme qui est plus ou moins lié au Conseil de l'Europe. Ce qui était intéressant, c'est que c'est un colloque où il y avait les chercheurs, il y avait des administrateurs des institutions correctionnelles, etc. Et puis il y avait les fabricants et les prestataires. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on avait une exposition des produits, des différents bracelets, comme ça. On pouvait discuter avec les représentants des différentes entreprises, qui proposaient les produits. Et finalement, c'était assez utile comme proximité. Donc j'ai pas mal participé à ces réunions, pas à toutes, mais enfin un assez grand nombre. J'y suis intervenu aussi plusieurs fois. Et j'ai aussi publié plusieurs ouvrages sur la question. Je crois que j'ai publié 3 ouvrages collectifs sur le sujet, donc finalement ça représente une partie substantielle de mon activité quand j'y repense. On avait d'abord organisé un premier grand colloque à l'Institut Max Planck de Freiburg, en collaboration avec son directeur de l'époque, Hans-Jörg Albrecht. C'était dans le cadre d'une structure franco-allemande où on avait, le CNRS nous avait encouragé à postuler à un accord entre lui et la société Max Planck. Et ils avaient un peu de mal à trouver des gens dans le domaine des sciences sociales, donc ils nous avaient fortement encouragés à postuler, et on avait donc noué une collaboration qui a duré une 12aine d'années. Ça s'appelait un laboratoire européen associé, je crois, LEA. Et ça a bien fonctionné, on a fait pas mal de choses. Et notamment donc ce colloque grand colloque international sur le bracelet électronique. Et puis ensuite, plusieurs années plus tard, j'ai eu l'occasion d'en organiser un autre à l'ENM. Et puis finalement, en 2016, il me semble, un troisième, en collaboration toujours avec Annie Kensey et Laurence Dumoulin, Christian Licop, et qui a donné lieu aussi à un ouvrage qui a été publié en 2019. Donc oui, j'ai beaucoup travaillé sur cette question qui m'a bien intéressé. Est-ce que tu peux, René, maintenant nous parler un peu de tes liens avec Criminocorpus ? Alors, là encore, mes liens avec Criminocorpus, c'est d'abord des liens avec Marc Renville, que je connais depuis fort longtemps, dont j'ai suivi les travaux et tout ce que je peux dire. Je ne suis pas un fort contributeur à Criminocorpus jusqu'à présent, mais enfin, je suis un utilisateur. Je trouve que c'est une ressource documentaire absolument fondamentale dans notre domaine. Notamment, je l'ai utilisé récemment. Ma dernière occasion, c'est que j'ai été amené dans un ouvrage collectif dirigé par Jean-Marc Berlière. J'ai écrit un article sur l'affaire Weidmann. Vous savez, ce criminel en série allemand qui a été exécuté, qui a eu le privilège, en quelque sorte, d'avoir la dernière exécution publique en France, en 1939. Et donc là j'ai utilisé les revues comme Détective et d'autres du même genre qui avaient fait une énorme couverture sur cette affaire, parce qu'il avait quand même tué 5 ou 6 personnes.
Et là, comme l'ouvrage visait à nous inciter à reprendre des affaires célèbres, mais sous un angle moins connu, en me fondant sur notamment les archives de l'affaire, qui sont aux archives de l'ancienne Seine-et-Oise, en fait, l'archive des Yvelines, non loin du CESDIP. J'ai dépouillé ces dossiers, les dossiers du procès, les dossiers de la procédure, enfin de l'enquête, et j'avais analysé les rapports entre police, parce que ça, c'est une affaire qui a mobilisé, comme elle a été géographiquement dispersée, elle a mobilisé beaucoup de forces de police, et notamment une rivalité entre la police de Seine-et-Oise, la police d'État de Seine-et-Oise nouvellement créée. C'est un sujet qui est l'objet de ma recherche actuelle d'ailleurs, et la police judiciaire, la première brigade mobile, dont le siège était à Paris à l'époque, et notamment entre flics célèbres, quoi. Donc il y a toute une rivalité pour s'attribuer le mérite de l'arrestation de ce criminel. Donc voilà, donc pour moi c'est une ressource absolument fondamentale pour nous qui travaillons sur ces questions-là, ça c'est certain. Et vraiment, je suis très, très reconnaissant à ceux qui la produisent pour le travail accompli, ça c'est clair. Alors René, si tu devais actuellement réaliser une thèse, sur quel domaine ou sujet porterait-elle et pourquoi? Oh là là, je suis pas sûr que j'aimerais faire une thèse aujourd'hui d'ailleurs, je dois dire. Quand je vois le mal qu'ont mes doctorants, c'est pas très réjouissant. Mais surtout parce qu'on exige des doctorants beaucoup plus que ce qu'on exigeait de nous à l'époque. Mais il y a un sujet effectivement que je pense qu'il y a absolument une espèce de point noir, enfin, qui est très peu travaillé, bien que je pense qu'il y a quelques thèses, mais c'est le syndicalisme policier. Ça, je pense que c'est quelque chose dont enfin, bizarrement, enfin je sais pas, qui est absolument dont l'importance, j'ai l'impression, est très sous-estimée dans les recherches sur la police. Et alors, enfin, je veux dire, je pourrais en faire un sujet de thèse, mais tout simplement, disons, si j'en étais pas à ce point-là de ma carrière, ça pourrait être un sujet de recherche, tout simplement. Mais je ne sais pas s'il y a je ne sais pas quelles sont les sources. Enfin, s'il y a vraiment des sources, ce serait intéressant de faire un historique. Enfin, il y a l'historique, le premier historique des syndicats policiers, il a été fait par Jean-Marc Berlière, notamment dans sa thèse. Et il y a des archives qui sont disponibles, notamment les archives du premier syndicat policier qui ensuite a été affilié à la CGT, qui sont en Seine-et-Marne, aux archives départementales du Val-de-Marne, et que j'ai d'ailleurs examiné, mais pour autre chose. Mais je pense qu'il y a probablement un travail de sauvetage à faire des archives des organisations, parce que c'est très compliqué le syndicalisme policier, ça change tout le temps, il y a des fusions, des scissions, des réorganisations constantes en fonction des circonstances, et je suis à peu près sûr qu'il s'est perdu beaucoup d'archives au cours du temps. Donc, enfin, ça serait intéressant d'essayer de sauvegarder, de retrouver ces archives. C'est quelque chose que Clive Hemsley d'ailleurs a fait au Royaume-Uni. Il a créé un fonds d'archives où il a recueilli ce genre de choses. Bon, alors, bref, je pense que le rôle des syndicats est absolument fondamental, surtout dans le cas français, puisqu'on a eu une sorte de co-gestion du ministère de l'Intérieur pendant longtemps, et peut-être encore.
Et quand on voit la place que prennent les syndicats, ne serait-ce qu'à chaque fois qu'ils sont en vérité devenus les porte-parole de la corporation, véritablement, voire du ministère, on voit bien que ça a une importance très, très considérable qui mériterait peut-être même plus qu'une thèse, enfin un programme de recherche, je pense. Alors René, comment tu te positionnes sur la nécessité de créer un musée de la justice? Et si un tel musée était créé, quel objet tu aimerais y voir valorisé? Je pense que c'est d'ailleurs curieux que pour une institution qui occupe une place aussi importante dans la société, il n'y ait pas déjà un musée. Parce qu'après tout, on pourrait penser que... Alors je sais qu'il y a eu des tentatives. Bon, on en reparle maintenant, donc j'espère que ça va aboutir, qu'on trouvera un lieu approprié et les financements pour le faire. Alors moi je suis mais pas du tout compétent en muséographie et pour imaginer ce que pourrait être un tel musée et ce qu'on pourrait y présenter. Bon, en premier lieu, évidemment, ce à quoi on pense tout de suite, c'est la guillotine. Voilà, ça serait probablement le clou d'une exposition, quoi. C'est l'objet le plus spectaculaire et je sais qu'il en existe encore, enfin qu'on en possède encore quelques-unes. Mais en dehors de ça, j'avoue que je suis pas du tout capable d'imaginer, j'ai très peu d'imagination, alors pas du tout capable d'imaginer ce que ça pourrait être, vraiment. Voilà. René, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Écoutez,